Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à la conférence en ligne donc FXM DailyFX France, comme d'habitude, le dernier vendredi de chaque mois, vous commencez à vous habituer au concept. Donc sous vos yeux, la page du site FXM avec le programme du jour. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, c'est toujours le moment de le faire, vous avez ce petit formulaire, c'est tout simple, la page d'accueil FXM.fr. Alors là je suis en compagnie d'Alain Pitou, le directeur général chez Talence Gestion. Sell in May and go away, mais que racheter après? Donc Alain va tenter d'apporter une réponse parce que le mois de mai il est terminé. Finalement il ne s'est pas passé grand chose sur les marchés actions européens, mais l'idée c'est quand même de savoir comment se projeter sur les 6 prochains mois. Une fois qu'Alain aura terminé sa présentation, je recevrai donc Patrick Riguet pour 2 heures de formation sur l'Ishimoku Kinko IO, donc voilà, un outil d'analyse technique à la mode, peut-être davantage. Ensuite, marché boursier et histoire avec un grand H, George Soros ou comment faire tomber la Banque d'Angleterre, revenir un peu sur un peu d'histoire, voilà, qu'est-ce qui s'était passé dans ces années-là pour que eh bien, le fonds de George Soros et puis d'autres fonds d'ailleurs arrivent à faire plier la Banque d'Angleterre et la livre sterling. 1 heure ensuite de session sur le scalping, 1 heure de scalping sur le DAX. Ensuite, je reçois le trader Jean-Christophe Ninet, un trader à succès de Crescendo Trading qui a fait passer un compte, vous savez, 2000 euros à 260 000 euros, essentiellement sur les grandes tendances du marché des changes. Il va venir vous livrer ses techniques de trading. Et enfin, Gabriel Guiminez Roche, économiste. Le risque inflationniste a-t-il réellement disparu? Et sans plus attendre, je cède donc la parole à Alain Pitous. On dit Pitou, Pitous d'ailleurs. Pitous, voilà, de Talence Gestion. Alain, c'est à toi la parole. N'hésite pas à parler très fort. Bonjour à tous. Donc on va parler des marchés et on va commencer tout de suite par un peu d'économie et puis après on parlera un peu des sujets à la mode en ce moment et sur lesquels on va vous donner nos avis. Alors n'hésitez pas, je crois que vous êtes habitués à mettre des commentaires et des questions. Si je peux, j'y répondrai en live. Donc allons-y, c'est parti. Voilà. Donc un peu d'économie. Alors bon, les premiers points, il faut quand même toujours avoir ça en tête. Ça va être quand même important pour la stratégie d'investissement. Moi, je fais pas de trading, hein, je laisserai parler les intervenants dont a parlé Vincent tout à l'heure, qui font eux du trading. Moi, c'est plutôt des gestions longues. Donc, qui dit gestion longue, dit forcément un lien avec l'économie. Et donc les États-Unis, où on est stabilisé avec des contrastes, on en parlera un petit peu tout à l'heure, une petite tendance à l'amélioration sur l'Europe. J'irai pas jusqu'à dire ça va mieux parce que je crois que c'est un modèle, c'est une phrase qui est déposée maintenant. Et puis le Japon qui est toujours aussi déprimant, et des pays émergents qui font un petit comeback depuis quelques temps sur les marchés, avec une économie qui là aussi a beaucoup de contrastes entre des zones qui commencent à aller mieux et d'autres qui s'enfoncent toujours un peu plus dans la crise. Donc si on regarde la croissance du PIB mondial, eh bien on voit tout de suite que après le rebond suite à la crise, et puis le tassement qu'il y avait eu en 2011 à cause de la zone euro, eh bien on a du mal à repartir vraiment de l'avant. On n'est certainement pas en crise comme certains pourraient le penser, mais bon, vous voyez quand on est sur une croissance mondiale qui va être grosso modo aux alentours de 3%, et ça paraît être un peu un maximum. La tendance récente est quand même un peu en dessous, donc c'est quand même une ambiance assez médiocre, on va dire, sur l'économie mondiale. Mais on n'est certainement pas en ralentissement, c'est extrêmement important pour nous. Pas d'accélération, ça limite un peu les ambitions. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, donc là c'est la courbe, c'est des données sur les différentes composantes de l'économie américaine. Bon, là aussi, on n'est pas sur une économie américaine qui est en très fort rebond. Certains indicateurs sont mauvais, hein, on voit des indicateurs autour du commerce extérieur, sur certains éléments de production, on en parlera un petit peu après, qui sont pas très bons. Moyennant quoi, on a quand même des composantes qui sont finalement pas si mauvais que ça. Donc c'est un contraste avec une économie américaine qui tourne aux alentours, pardon, j'y arrive, de 2%. C'est nettement en dessous de que ce à quoi ils nous avaient habitués, mais on est quand même à maintenant 6-7 ans de croissance aux États-Unis, donc finalement 2% de croissance, c'est pas si mal. Alors je disais tout à l'heure, et effectivement ça
crée beaucoup de questions chez les économistes, c'est la production, et on voit qu'il y a un contraste, et qui arrive parfois dans l'économie américaine, avec une production industrielle qui n'est pas terrible, qui est pas très loin des niveaux de contraction, on n'est pas très loin de niveau de récession sur l'industrie américaine, et à côté de ça, des éléments qui sont plus positifs autour de la consommation. Bon, je pense qu'il y a un peu de pétrole là-dedans qui a aidé, mais voilà, on a un contraste. Alors, est-ce que c'est suffisant pour dire que toute l'économie américaine va basculer vers la récession? Nous, on ne croit pas, mais on ne croit pas non plus à un rebond de la production industrielle qui reviendrait coller à la consommation ou des choses comme ça, qui nous remettrait aux alentours de 4% de croissance aux États-Unis. Nous, on est en train de se dire que bon, bah, cette économie molle américaine va continuer encore un moment. Pas de récession, pas d'accélération. Donc si on regarde côté de la consommation des ménages, bah, on voit qu'on est depuis un moment maintenant, hein, depuis 2013, on est sur une forme de plateau depuis quelques temps. Alors c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus, encore une fois, quelque chose où on aurait un rebond très fort, hein, comme on a pu connaître si on regarde la période 2009, qui était extrêmement booming, hein, si on regarde par rapport à cette période-là, par rapport à la période de 2008, bah, on est revenu sur une croissance aux alentours de 2-3%. C'est pas terrible. Encore une fois, ça permet de tenir l'économie américaine, mais c'est pas terrible. Si on regarde côté de l'immobilier, extrêmement important comme indicateur aux États-Unis, eh bien on voit que les ventes de maisons, bah, c'est pas si mal. Donc là aussi, une forme de plateau depuis quelques temps. Certainement pas suffisant pour dire qu'on revient sur les périodes d'exagération qu'on avait pu connaître dans la période 2004-2008, mais on est sur un relativement bon niveau des ventes de maisons aux États-Unis. Là aussi, ça contredit les ultra pessimistes qui parfois encombrent les antennes. Un peu d'humour quand même. Alors, si on regarde maintenant côté zone euro, alors ça va un peu mieux en zone euro, on voit les chiffres un peu partout qui montrent qu'effectivement, après la période 2008 qui a fait très mal, hein, les Américains nous ont exporté et ils ont été très forts pour ça, leur crise financière. La zone euro commençait à se remettre et puis elle a basculé dans la crise euro 2011-2012 et certains pays ont du mal à s'en remettre, hein, ils ne sont pas encore revenus au niveau de 2008. Bon, et puis on voit des zones qui vont quand même un peu mieux maintenant, hein, encore une fois l'Allemagne, la France qui est au milieu du troupeau, on va dire, et une zone euro qui commence à poindre le nez au-dessus des niveaux de 2008, ce qui est pas si mal. Il y a encore du travail, hein, côté des pays du Sud essentiellement, mais pour nous ça c'est un point qui est extrêmement important et qui est un pilote dans notre stratégie, c'est une amélioration pour la zone euro. N'hésitez pas à poser des questions, hein, je les lis en même temps, j'arrive à faire deux choses en même temps, ça permet de répondre en direct parfois aux questions. Alors, un point qui a été souligné, qui était extrêmement favorable dans la période 2015, c'est cette augmentation des demandes de crédit, qui est un peu précurseur de l'économie. Alors, positif quand même, là aussi, depuis 2013. Un petit ralentissement récent dont il faudra se méfier, mais en tout cas, on est là aussi loin des périodes qu'on a pu connaître. Vous voyez un peu la période 2008, si on se rappelle un petit peu pour ceux qui n'ont pas connu, ça a été quand même extrêmement grave. On avait connu des baisses de demandes de crédit incroyables. Même chose en 2011-2012. Donc la zone euro a eu deux chocs coup sur coup dont il a fallu se remettre. Elle commence à s'en remettre. C'est pas encore flambant, mais elle commence à s'en remettre. Alors le point clé, et ça c'est un point extrêmement positif pour la zone euro, qui est lié à plein de choses, hein, qui est lié à la reprise de l'activité dans certains pays qui fait un peu moins de chômeurs, donc tout ça, ça fait de la consommation qui est due à des taux très bas, qui est due à un pétrole très bas également pendant un moment. Eh bien on voit que les ventes au détail ont tenu l'économie européenne depuis maintenant 2 ans pratiquement. Donc ça c'est quand même un élément positif, il y a un peu de confiance quand même dans les ménages, et il est clair que si le chômage diminue fortement en zone euro, eh bien on aura une poursuite de ce mouvement-là, ce qui est quand même favorable, ça tient l'économie européenne. Alors j'ai zoomé sur la France parce que c'est l'élève moyen de la zone euro entre les différentes zones, hein, entre le nord et le sud, on est au milieu et on regarde un peu la moyenne de ce qui se passe en zone euro. Eh bien on constate en France ce qu'on constate un peu dans la zone euro, et finalement un peu les mêmes caractéristiques, hein, si on regarde encore une fois en moyenne. Eh bien, on voit un ralentissement très fort dans la période précédente, et puis une amélioration
tiré par essentiellement des éléments liés autour de la consommation qui ont quand même été en amélioration. Mais là aussi, attention, on est sur un plateau. Alors, je profite de Totov qui me pose une question. Donc, alors, deux questions en fait. Il y a une question sur les États-Unis, une question sur la politique monétaire japonaise. J'y reviendrai après. Euh, oui, effectivement, donc ça va un peu mieux aux États-Unis. Encore une fois, et c'est ce qui est assez troublant dans l'économie mondiale aujourd'hui, et ça c'est valable dans toutes les zones, et c'est valable d'ailleurs, là aussi on en parlera un petit peu après si on a le temps, sur les entreprises. On trouve dans une économie des contrastes très forts entre des zones qui vont bien, des zones qui vont moins bien. Même chose dans des secteurs, même chose entre plusieurs entreprises du même secteur qui certaines vont très bien, d'autres sont en panne. Et bien on retrouve un peu la même chose dans l'économie. Et c'est pour ça qu'on voit autant de contrastes. Moi j'adore lire les économistes et les stratégistes de marché parce qu'ils peuvent trouver des éléments positifs et négatifs tous les deux très crédibles. Après, le problème, c'est comment on agit par rapport à ça. Et bien, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas terrible, hein, 2%, 2,5% de croissance aux États-Unis, c'est pas terrible. Mais il y a quand même des zones de croissance. Alors après, la politique monétaire japonaise, si vous me permettez, j'en parlerai un petit peu après. Donc ici, le faible dynamisme commercial au Japon, donc, alors ça reflète un peu ce que je disais tout à fait au début sur le Japon, on va en parler après sur la politique des banques, des banques centrales. Le Japon, pour moi, c'est quand même le trou noir de l'économie mondiale depuis maintenant un certain temps. C'est vraiment une zone que je n'aime pas du tout. Je pourrais en parler un petit peu après. J'avais raté, j'avais fait un petit peu à l'époque, un petit peu de la hausse en 2012, à un moment de la baisse du yen, quand aux premières flèche des Abenomics, et puis j'ai vite jeté l'éponge et je suis jamais revenu sur ce marché. J'aime pas du tout, pour une raison fondamentale simple, c'est que l'économie japonaise est en panne, et on le voit encore une fois ici avec les chiffres de commerce, hein. Les deux indicateurs commerciaux japonais se dégradent, donc ça n'incite pas à l'optimisme sur le japonais, sur l'économie japonaise. Encore une fois, on peut trouver des entreprises japonaises qui fonctionnent très bien, c'est du stock picking pur. Ben, moi, en tant que gérant européen, je préfère faire mon stock picking sur l'Europe, sur des entreprises que je connais, que sur le Japon. En tout cas, en termes de marché, je n'ai pas envie d'aller acheter du marché japonais. Ensuite, les pays émergents. Alors là, les pays émergents, c'est un sujet grave depuis maintenant plusieurs années. Donc un petit commentaire de Totov, je vais le mettre quand même, qui nous met le Japon est mort, paix à son âme. N'exagérons pas, mais enfin aujourd'hui ils sont en panne. Donc les pays émergents, donc vous avez vu le très fort rebond des entrées de capitaux massives 2009, et puis depuis cette époque-là, des sorties de capitaux. Alors j'ai pris ça comme indicateur des économies émergentes, on peut en prendre d'autres, bien évidemment les croissances du PIB sont parlantes, mais les flux de capitaux, ça pose quand même un problème, c'est que en fait ça veut dire que les investisseurs internationaux n'ont pas envie de mettre de l'argent dans ces zones-là, et ces zones-là n'ont pas une épargne générée suffisamment forte pour générer eux-mêmes de la croissance tout seuls, donc ils se retrouvent avec une problématique assez forte de pérennité de leur modèle s'il n'est pas soutenu par des apports de capitaux internationaux. Alors, une petite question de Tony qui me met des questions sur l'Afrique. Alors l'Afrique en deux mots, je ne l'ai pas mis dans mes slides, mais l'Afrique en deux mots, pour moi le point extrêmement positif sur l'Afrique, ça reste une démographie très forte. Ça c'est un point structurellement clé pour le développement. Après, là aussi, en Afrique, d'énormes zones de contraste, hein, entre des zones qui sont à peu près calmes sur le plan politique, c'est quand même la clé, qui bénéficient d'un début d'industrialisation, de commercialisation pour pouvoir commencer un développement. Ça fait quand même beaucoup de conditions dans des zones où il y a un problème parfois sur des matières premières, et bien souvent, hélas, des problèmes politiques internes ou externes avec le terrorisme qui bloque un peu quand même le développement. Donc je pense que sur un horizon 20 ans, si on fait un peu comme Bolloré, il y a de l'argent à gagner, mais c'est avec des soubresauts, donc c'est pas un secteur toujours très facile à investir. Alors j'ai un commentaire de visiteur qui me met quelques conseils comme valeur, on en parlera un petit peu à la fin.
Une autre question de Jérôme qui a un contraste effectivement, difficile de jauger la situation lorsque les ventes au détail repartent et en même temps le mode de calcul qui est modifié. Effectivement, ça fait partie des contrastes que je signalais. Malgré tout, et on l'a vu maintenant depuis de longues années dans les économies développées, la consommation des ménages est un indicateur clé quand même, hein. Si on regarde les périodes 2009 et les périodes 2011 en zone euro, quand la consommation se met en panne, les ajustements se font sur les entreprises font des ajustements et on se retrouve avec une économie qui est quand même très liée à ce qui se passe dans la consommation. Donc c'est quand même un indicateur assez clé. Et aux États-Unis, ça vient quand même assez souvent de l'immobilier. Alors Bolloré sur Vivendi et Havas, effectivement, ou sur les jeux vidéo, pas pour jouer avec, mais pour acheter des entreprises qui font des jeux vidéo. Effectivement, ils misent depuis longtemps sur l'Afrique. C'est quand même un investisseur de long terme sur l'Afrique. C'est très important pour cette zone. Alors, la balance commerciale chinoise, comme illustration des difficultés de certains pays émergents, j'ai pris celui-là qui fait beaucoup parler. Là aussi, on voit une forme de plateau depuis quelques temps, des importations beaucoup plus faibles, hein. Ça a pesé sur beaucoup de secteurs et beaucoup d'entreprises, et des exportations qui sont, on va dire, un peu au maximum stables depuis maintenant plusieurs mois. Donc ça reflète un peu la difficulté des émergents, de certains émergents, et de la Chine en particulier, de franchir vraiment le cap. Pardon. Donc voilà. Alors ensuite on va parler un peu des thèmes qui font débat et qui permettent de se poser des questions, on va dire un peu au-delà de la stratégie. Encore une fois, si on regarde la stratégie, quand il y a de la croissance, il y a des entreprises qui bénéficient de cette croissance, une croissance de taux, d'une croissance de l'ordre de 2% avec des taux aux alentours de zéro, des entreprises qui maîtrisent leurs frais, un peu de croissance du chiffre d'affaires, on peut avoir des résultats qui augmentent de 5 à 8%, ce qui sur un horizon 7 à 8 ans est finalement pas si mal quand vous êtes sur des entreprises qui ont une bonne visibilité. Donc ça c'est un élément stratégique clé. Donc ensuite l'inflation, nous on pense que l'inflation pourrait repartir un petit peu à partir des niveaux où elle est aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui les niveaux de l'inflation, donc là on a pris, c'est la zone euro, hein, on voit que depuis un moment maintenant, beaucoup de prix sont quand même sur des tendances qui sont, le zéro est ici, c'est un peu troublant, vous ne fixez pas au 2%, 2% c'est l'objectif de la BCE, ça fait un moment qu'on est aux alentours de zéro. Donc ça pose des questions, et c'est vraiment ce qu'a voulu éviter Mario Draghi dans ses dernières interventions, c'est que l'inflation bascule complètement dans le négatif, ce qui serait extrêmement mauvais pour l'économie. Là on arrive à se maintenir aux alentours de zéro, nous on pense qu'à force d'injecter des liquidités, à un moment donné l'inflation va au moins un petit peu repartir, et les banques centrales feront tout ce qu'elles peuvent pour faire repartir un petit peu l'inflation. Autre point qui est, alors là c'est l'homme de marché qui vous parle, c'est nous on regarde un peu ce que pensent les marchés de l'inflation à 5 ans, dans 5 ans, donc c'est une manière de voir un peu les choses. Et donc on voit que les investisseurs et les intervenants de marché ne sont pas extrêmement optimistes sur l'inflation dans 5 ans. Donc si on se dit les marchés n'y croient pas trop, donc c'est toujours, enfin c'est toujours, j'exagère, c'est pas toujours, c'est parfois intéressant d'être contrariant quand on arrive dans des zones extrêmes, et là on est dans des zones extrêmes en fait, hein, depuis plusieurs années les marchés n'ont pas anticipé un tel niveau d'inflation, donc on se dit qu'ils se trompent peut-être, alors nous on pense qu'ils se trompent dans le sens qu'ils sous-évaluent l'inflation. Alors, on regarde nos amis allemands, il faut toujours regarder ce qui se passe en Allemagne. On voit que les chiffres de production en termes de prix, pardon, sont quand même assez négatifs depuis un moment. C'est pas une situation qui est totalement tenable, hein. Donc nous on pense qu'à un moment donné les Allemands aussi vont agir pour essayer de faire repartir un minimum cette inflation de leur côté. Attendez, excusez-moi, je bois un coup. Pardon. Alors ensuite, autre chose qui nous fait penser qu'il pourrait y avoir à minima une reprise de l'inflation, c'est le niveau du pétrole. Alors, c'est un truc assez cocasse, hein, pour les vieux qui m'écoutent. J'espère qu'il y en a quand même quelques-uns. Ils se rappellent d'une époque où quand le pétrole baissait c'était très bon, et puis quand le pétrole montait c'était pas très bon parce que c'était signal d'inflation à un moment donné.
Euh, Moi, ce que je pense depuis que le pétrole a franchi les 45 dollars, c'est que la corrélation qu'on avait dans les marchés, hein, où on avait le pétrole baissait et du coup les marchés baissaient parce que il y avait un phénomène de ricochet. On pensait que de ce fait-là, les banques qui avaient prêté de l'argent aux producteurs de pétrole, les producteurs de pétrole, etc., allaient faire défaut, etc. Donc c'était mauvais pour les marchés. Et quand le pétrole remontait, c'était bon pour les marchés. Je pense qu'à un moment donné, il y a Luc qui me dit qu'il a 59 ans. J'en ai un petit peu moins, mais on se rappelle tous les deux de choses du passé où l'inflation était liée au pétrole. Blague à part, on est passé quand même d'un pétrole de 25 à 50 dollars en quelques semaines maintenant, hein. Il a pratiquement doublé en quelques semaines. Euh, alors effectivement, c'était peut-être pas dans l'inflation le passage, on va dire 40-25, mais maintenant je pense qu'à un moment donné, la hausse des prix du pétrole va être répercutée dans les prix de l'essence et ça va forcément avoir un impact dans l'inflation, au moins pour un effet de base. Donc on pourrait avoir comme ça une petite reprise, alors je dis bien petite reprise de l'inflation dans les semaines et les mois qui viennent. Donc voilà, il faut l'avoir en tête dans la gestion, en particulier dans la partie obligataire des portefeuilles. Pardon. Voilà, effectivement, le pétrole, alors j'ai mis un peu de recul hein, ici sur la période pour se rappeler. Bon, il y a quelques personnes qui ont mon âge autour, mais il y a aussi pas mal de jeunes qui n'ont pas forcément en mémoire ces choses-là. On a vécu quand même une période incroyable sur le pétrole. Et si on se rappelle de 2008, je mets le curseur dessus. On l'oublie souvent parce que quand on parle de la crise de 2008, on parle souvent des subprimes, etc. On oublie aussi de dire que le prix du pétrole a eu un impact assez fort sur les prévisions d'investissement des entreprises. C'est qu'avec un baril de pétrole à 140 dollars, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées avec des difficultés pour se demander ce qu'elles allaient bien pouvoir faire comme investissement. Et ça avait quand même contribué là aussi à ralentir l'économie au-delà des problématiques de subprime qui sont venues là aussi mettre un grand coup sur les marchés. Mais bon, déjà, on avait connu une époque qui était assez spectaculaire, hein. C'était 140, j'ai plus en tête 40, quelque chose comme ça, à l'époque. On a rebondi aux alentours de 100 dollars dans le rebond des marchés. Et finalement, pour venir s'écrabouiller il y a peu de temps, un petit peu au-dessus de 20 dollars. Et là, maintenant, on est aux alentours de 50. Nous, on pense que ce petit rebond là comme ça, il devrait pas non plus perdurer trop au-delà pour une raison simple. Le marché est soutenu, c'est certes, mais à un moment donné, quand on va retaper un peu au-dessus de 50, 55, eh bien, il y a des éléments de production qui vont venir se mettre en ligne de compte. Alors, cet hiver, on était assez dérouté de ça. Euh, on voit quand même qu'il y a une consommation qui monte et nous on était déroutés, on était assez mal investis à ce moment-là. Euh, je le dis franchement, on était un peu trop agressif sur les marchés, on était assez à se dire qu'on comprenait pas le- l'impact tel des prix du pétrole sur les marchés à court terme. Parce que nous, ce qu'on voyait structurellement, c'est que avec des niveaux bas de pétrole, la production allait quand même se calmer. Et puis, il y avait quand même une demande qui continue d'être structurellement en hausse, hein. C'est-à-dire que si on regarde, on est sur des rythmes de croissance de l'ordre de 2% par an. Donc, pas de raison d'être sur un pétrole qu'on allait vous donner un baril pour le prix de 2. Et on n'en était vraiment pas du tout là. Quoi qu'encore, c'était pratiquement les prix d'ailleurs. Mais bon, on n'était pas du tout sur cette problématique-là. Donc nous on ne voyait pas le pétrole baisser fortement. A contrario, il y a de la production, hein. Si le pétrole il continue de monter, la production va repartir. Alors il y a un petit décalage, hein, c'est toujours le problème des décalages. Mais donc une forme de stabilité entre 50 et 55 dollars nous paraît largement normale, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, quelques questions. Voilà, donc Totov qui me met une question sur le prix du pétrole. Effectivement, moi, je réponds avec ce qu'on a mis là ici, hein. Je pense on est un peu topiche hein, sur le prix du pétrole et donc il va y avoir à un moment donné une respiration également sur les marchés actions. On en parlera un petit peu après. Ensuite, un commentaire de Franck sur l'inflation. Il fabrique de l'argent et demande des intérêts à l'argent qui n'a pas existé car l'argent des intérêts n'a pas été fabriqué. Oui. Alors, juste sur ce point-là,
va revenir après sur les politiques des banques centrales. C'est vraiment complètement lié, votre question, elle est autour de ça. Euh, il y a une mécanique, faut raisonner en mécanique de fluide, hein. L'argent ne circule pas aujourd'hui, il est thésaurisé dans de l'épargne, ne va pas dans l'investissement. Ce que font les banques centrales depuis un certain temps, c'est qu'elles injectent, elles injectent, elles injectent pour que les rapports de l'épargne soient très bas, enfin pour que ce que rapporte l'épargne soit le plus bas possible, pour que les investisseurs aient plus envie de faire l'arbitrage investissement contre épargne. Je raisonne vraiment grande macro, mais c'est quand même le sujet, en se disant à un moment donné, cette injection de liquidité va forcément se déverser dans l'économie. Donc c'est un calcul. Pour le moment, il y a des endroits où ça ne fonctionne pas, hein. Le Japon, ça fonctionne clairement pas. Mais c'est l'idée générale. Et si on fait un peu d'histoire, alors là on ne parle pas d'âge, hein, on parle vraiment d'histoire. Ça a toujours fonctionné comme ça, donc la nature humaine étant ce qu'elle est, à un moment donné, quand ce que vous avez sans risque ne rapporte pas, voire même vous coûte un peu d'argent, à un moment donné, vous avez envie d'investir dans autre chose. Et les seuls investissements qu'on peut faire aujourd'hui sont des investissements qui qui augmentent la production, donc qui à un moment donné finissent par se déverser dans l'économie. C'est encore une fois un calcul, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est un élément historique. J'ai une question sur les mines d'or, on en parlera un petit peu après si vous voulez bien. Euh, Après j'ai un commentaire de Cristobal, même chose sur les montages type quantitative easing and co des banques centrales, on en parlera juste un petit peu après. Oui, effectivement, sur le pétrole, la consommation de pétrole monte, mais ramené au volume des pétroles disponibles par personne, ça diminue. Ouais, alors je suis d'accord avec vous. C'est la même logique de PIB en France, par exemple, hein. En France, le PIB il a monté un petit peu, ramené la population, le PIB est en baisse. Mais là, si on raisonne sur le pétrole, je dirais qu'à la limite, pour un intervenant de marché, on s'en fout un peu que le pétrole disponible par personne monte ou baisse. Ce qui va compter, c'est le prix, parce que c'est ce qui va faire c'est ce qui va avoir un impact sur les comptes des entreprises et sur l'économie mondiale. Donc on est effectivement ramené au volume par personne, c'est en baisse, mais la réalité, encore une fois, on raisonne en prix, hein. S'il y a moins de pétrole qu'il en a de disponible, les prix montent, donc c'est ce qui va avoir un impact. Alors la Fed va-t-elle remonter ses taux? Donc c'est une question qu'on trouve euh, où va se, qui se pose à très court terme, hein, parce qu'il y a des avis qui se posent pour le mois de juin. Notre avis, c'est que la BCE, pardon, non, la BCE, non, la Fed va remonter ses taux. Donc on a mis un petit peu ici comment on réagit les marchés aux différentes communications de la Fed. Donc là, l'idée, c'est un peu les probabilités euh, les probabilités de hausse des taux vues par les marchés. Donc début d'année 2016 avec un discours qui était en train de dire bon on va en refaire d'autres, on va en faire d'autres, on va en refaire d'autres. Puis finalement quelques semaines après on va réfléchir, on va voir, etc. C'est le discours de Yellen à peu près en mars, hein. Et puis là les discours récents ont l'air de montrer que les marchés anticipaient pratiquement plus de hausse des taux pour les mois qui viennent, puis là ça recommence à remonter et il y a beaucoup qui voient maintenant des taux remonter en juin ou en juillet. Donc le marché a l'air d'avoir interprété les discours comme étant une hausse des marchés, une hausse des taux pardon, en juin ou juillet. Bon, ça à la limite, je vais vous dire franchement que ça soit juin, juillet ou septembre, on s'en fout un peu. L'idée c'est que à un moment donné, la Banque centrale américaine va remonter ses taux. Si on regarde comment a réagi le 10 ans US, le discours de Yellen, le dernier discours de Yellen a été quand même assez perturbant pour les marchés et le 10 ans a bien remonté. Alors, le visiteur qui me met un commentaire sur effectivement la banque centrale qui injecte. Alors, effectivement, j'entends ça beaucoup, hein, sur le fait que les marchés sont drogués avec la cortisone envoyée droguée par les banques centrales, et puis c'est un malade qu'on maintient en vie. Euh, Moi, je dirais deux choses par rapport à ça. C'est effectivement, c'est une interprétation, j'ai pas de sujet sur cette interprétation. La réalité, c'est effectivement que les banques centrales injectent massivement sur des économies qui repartent pas ou pas bien vite. Mais moi, je raisonne un peu dans l'autre sens. Je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si ces banques centrales n'étaient pas intervenues? Euh,
je peux vous dire, pour avoir aussi vécu des périodes 87, ENCO, ou des périodes où les banques centrales faisaient des erreurs, et quand on regarde ce qui s'est passé dans les années 30, alors bon, ça fait un peu vieux schnock de parler de ça, mais la réalité c'est que les économies sont extrêmement interconnectées, très sensibles aux fluctuations. L'idée d'avoir des banques centrales qui laisseraient tomber l'économie parce qu'elles ne voudraient pas injecter de liquidités pour soutenir au moins un certain temps, je pense que enfin, les systèmes de rédemption par on fait craquer des intervenants un peu en difficulté, etc. Je pense que ça a trop de conséquences maintenant dans l'économie pour laisser tomber. Donc c'est un pis-aller, c'est pas terrible, mais je vois pas trop les autres solutions. C'est-à-dire qu'on pourra en parler un petit peu si vous voulez après, mais instantanément je vois pas trop les autres solutions. Alors effectivement, Tony me met un commentaire sur vous voyez, un retournement de l'économie US. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on peut voir des éléments de retournement de l'économie US qui iraient en ralentissement. Encore une fois, la production industrielle est vraiment pas terrible aux États-Unis. Pour autant, à côté de ça, il y a des éléments positifs. Et c'est ce qui nous fait nous penser que les États-Unis vont monter leur taux, c'est qu'il y a aussi un facteur psychologique qu'il ne faut pas oublier dans l'économie et dans les hommes politiques. Et Janet Yellen est un homme politique hein, dans son genre. Et elle s'est un peu, dans son discours, contrainte à un moment donné à monter ses taux. Et il ne l'avait pas fait en septembre l'année dernière. Et puis, pour de mauvaises raisons, pratiquement parce que les chiffres étaient moins bons en décembre qu'en septembre, ils l'ont quand même fait, ce qui a eu d'ailleurs un impact assez négatif sur les marchés à ce moment-là. Ils ont laissé traîner entre deux hausses de taux. Je pense qu'à un moment donné, ils vont le faire. Alors, ça sera juin ou juillet. Je vous dis encore une fois, très franchement, je m'en fous un peu que ça soit juin-juillet. Par contre, ça devrait arriver. Il devrait reprendre ce cycle de hausse des taux à un moment donné. Alors effectivement, ils font des injections de liquidités pour éviter que les peuples fassent des révolutions dans leur pays. C'est effectivement un peu ça, c'est-à-dire que je ne fais pas de politique, hein, je ne veux pas en faire ici, mais imaginez quand vous voyez les tensions qu'il peut y avoir en zone euro, avec une économie qui repart, mais très très doucement, imaginez une économie qui ferait une récession de 10 à 12% dans certains pays, ce n'est pas tenable et c'est pas souhaitable pour personne, c'est pas seulement que les élites n'auraient pas envie que les peuples fassent des révolutions, c'est simplement que pour les populations, des situations de déséquilibre importants comme ça avec du gens au chômage, c'est bon pour personne, ni pour elles, ni pour les élites en question. Donc je pense qu'effectivement les banques centrales injectent des liquidités pour une forme de stabilité. Pour une forme de stabilité, effectivement. Alors on va justement parler des banques centrales. Alors il y a eu un débat il y a quelques semaines sur, le, sur le fait que les banques centrales n'avaient plus d'effet. Euh, alors, je suis quand même assez sceptique là-dessus, hein. C'est-à-dire qu'en fait, et je pense que je dis, après, moi je signale ce truc-là et après chacun fait ce qu'il veut, hein, je ne peux pas me mettre dans votre gestion, mais je pense que ceux qui se sont mis en face des banques centrales, vous savez, les fameux, il y a des dictons comme ça en bourse, on ne se met pas en face des banques centrales, je pense qu'effectivement il faut quand même se méfier de raisonner en tenant compte de ce que font les banques centrales. Si on n'y croit pas, on ne se met pas avec elles, mais en tout cas, se mettre en face, il faut vraiment bien réfléchir. Alors, j'ai mis cette illustration-là qui me permet de répondre à une des questions. Alors, attendez, pardon, excusez-moi. Alors, je vais essayer de répondre à des questions en même temps. Euh, il y a une question, on me parle directement, je vais répondre directement. Totof. Bon là je vais, excusez-moi mais je vais pas répondre. Quand tout part en l'air, le pouvoir se raccroche de toutes ses forces. Ouais, enfin ça c'est une vision un peu négative des choses. Il y a quand même, enfin imaginez vraiment ce qui se passerait aux États-Unis, en Europe ou n'importe où dans le monde avec un PIB qui baisserait de 10%. C'est absolument pas soutenable. Effectivement, les hommes politiques veulent être élus, hein, donc ils font en sorte que les choses durent le plus longtemps possible pour s'accrocher à leur pouvoir. Mais il n'y a pas un calcul hyper malsain. Enfin, il n'y a pas de calcul à ce point-là, quoi. Je pense pas que ça soit ça le sujet. Alors, les banques centrales, donc je reviens sur le slide, hein,
effectivement, depuis quelque temps, on le voit, la Banque centrale américaine n'augmente plus trop son bilan, hein, ne fait que le stabiliser. Et bien, on voit que les marchés yoyotent autour de cet élément-là. Donc, et ça fait quand même un moment. Et si vous regardez la hausse du bilan dans la période précédente, quand le bilan de la Banque centrale augmente, les actions, les actifs risqués augmentent. Et là, ils n'augmentent plus depuis un moment. Donc ça, c'est le zoom sur la Banque centrale américaine. Alors j'ai mis après les différentes banques centrales des différents pays. Donc vous avez la Banque centrale américaine, hein, qui est sur son plateau, la Banque centrale de Chine, on en parlera si vous voulez, la Banque centrale européenne et la Banque centrale du Japon. Alors effectivement, par rapport au point où ils étaient ici, où ils étaient un peu orthodoxes aujourd'hui, euh, ils ont fait une sérieuse augmentation de leur bilan depuis quelques temps. Par rapport aux autres banques, ils ont encore un peu de place. La Banque de Chine, là aussi on le voit, a une forte, un bilan qui a très fortement augmenté. La Banque Centrale Européenne, on n'est jamais revenu qu'au niveau de 2012, au moment où on avait sauvé les banques, hein. Donc là aussi il y a encore de la place. Ça aura nécessairement, il y a quand même trois grandes banques centrales mondiales qui continuent globalement d'avoir un bilan qui augmente. Donc ça va avoir un effet... ça va avoir un effet, excusez-moi, ça va avoir un effet quand même sur les actifs risqués. Voilà. Donc à prendre en compte, les banques centrales européennes, la Banque centrale européenne également, on le voit, donc là si on fait un zoom sur la Banque centrale, ça monte, ça baisse très fortement. Voilà. Alors ensuite, parce que bon, l'idée, c'est que dans mon discours sur ça, les banques centrales ont un impact sur les taux de change, hein. Donc on a mis ici quelques éléments où Draghi a surpris les marchés avec la hausse et les baisses de l'euro. Là, on voit quand même que quand Draghi intervient, il y a des mouvements sur l'euro-dollar. Même chose, hein, Janet Yellen dans un discours où elle dit peut-être qu'à un moment donné on remontera les taux. Le dollar était aux alentours de 1,15, il est repassé aux alentours de 1,12 en quelques jours. Donc c'est à prendre en compte dans les stratégies tactiques. Il faut quand même avoir en tête ce que peuvent faire les banques centrales. Alors ensuite, et ça c'est vraiment extrêmement important pour les marchés obligataires, c'est ce que détient la Banque centrale et les prévisions de ce qu'elle va détenir sur les marchés obligataires. Eh bien, on voit que les banques centrales, enfin la Banque centrale européenne, pardon, dans son bilan, a de plus en plus de dettes publiques et de dettes privées, on va faire large, hein, dans son bilan. Donc ça monte partout et ça va soutenir les marchés obligataires de manière mécanique. Donc là aussi, sur les marchés obligataires, pas de précipitation pour se mettre vendeur ou alléger ses positions. La Banque centrale est à la manœuvre pour investir sur les obligations. Donc là aussi, plus de demandes, moins d'offres, parce que globalement, les émetteurs émettent moins d'obligations. Vous avez des marchés obligataires qui se tiennent, c'est mécanique. Et puis, dernier intervenant, on en a parlé un petit peu, hein, c'est quand on regarde ce que fait la Banque centrale japonaise par rapport au yen. Là aussi, on peut décider de se mettre en face de ce que fait la banque japonaise par rapport au yen et par rapport, in fine, par ricochet au Nikkei. Les interventions de la banque centrale japonaise font baisser le yen et font monter mécaniquement, hein, c'est des courbes inversées, font monter mécaniquement le Nikkei. Donc attention, si vous mettez short ou long sur le Nikkei, si ça vous tente, de bien avoir en tête l'impact du yen et l'impact de ce que fait la banque centrale japonaise. Il est quand même question, et on l'a vu, elle avait encore un peu de place pour le faire, que la banque centrale japonaise fasse quelque chose cet été. Alors dans les autres sujets, ça reprend quelques questions que j'ai vu passer sur les banques centrales et les dettes. Est-ce qu'il y a trop de dettes dans le monde? Et nous, c'est un véritable sujet aujourd'hui dans notre stratégie d'investissement. C'est ce qui fait qu'on n'est pas au maximum de notre optimisme, on va dire, c'est qu'effectivement on voit qu'il y a une petite croissance, donc on se dit qu'il y a peut-être un potentiel sur les actions, mais le problème fondamental qu'il y a en face de cette croissance, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de dettes dans le monde. Le problème n'a pas été réglé par les purges qu'il y a pu avoir en 2008-2011, 2008 aux États-Unis, 2011 en zone euro, et on voit un niveau de la dette qui augmente. Donc on voit la dette américaine. Donc on est sur des pics de dette américaines, donc c'est un sujet, et ça limite la croissance parce qu'à un moment donné, les banques centrales et les investisseurs eux-mêmes, les gens qui ont fait ces dettes, à un moment donné, quand ça va un peu mieux, ils commencent à rembourser, donc ils investissent plus, donc on se retrouve dans une mécanique
qui limite forcément le niveau de croissance des économies. Donc la dette américaine, elle est assez élevée. La dette chinoise, c'est un problème. Là aussi, nous, par moment, vous savez, moi je regarde le marché chinois, je me dis tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Après, je regarde comment sont composés les indices chinois, beaucoup de valeurs financières. Et puis après, je regarde comment sont composés, s'il y a beaucoup de dettes en Chine. Et il y a quand même beaucoup de dettes. Donc c'est un problème pour nous. Les administrations publiques de la dette, les ménages de la dette, les entreprises non financières de la dette. Donc c'est quand même embêtant. On est quand même là aussi sur des pics de dette, hein. Alors, dette importante également en zone euro. Alors ça va mieux. Alors c'est une blague presque maintenant. Mais on voit que même avec des améliorations, ça s'améliore un peu partout, hein. L'Irlande, la France pas trop, le Portugal ça s'améliore, l'Espagne ça s'améliore, l'Allemagne ils sont carrément en excédent, hein, c'est cocasse mais c'est comme ça, la Grèce, même la Grèce s'améliore un petit peu, la Slovénie, etc. Enfin, donc il y a la moyenne de la zone euro qui s'améliore un petit peu, mais malgré tout on reste quand même avec un excès de dette publique, là je parle uniquement de la dette publique en zone euro. Il y a eu beaucoup de transferts dans les années de crise du privé vers le public. En tout cas, le public a du mal à limiter sa dette aujourd'hui. J'ai mis un zoom sur la Grèce, c'est pas pour m'acharner, mais il y a effectivement un problème de dette en Grèce qui n'est pas réglé. Donc il y a eu des discussions récemment où on va peut-être un peu effacer la dette grecque, mais enfin en tout cas aujourd'hui ils sont dans une situation qui est intenable. Alors dans la thématique du call aujourd'hui là, donc il y avait le sell in May and go away. Bon, on a regardé un peu dans tous les sens les statistiques, ça fonctionne pas vraiment. Donc en fait, bon, j'ai mis ces statistiques là pour illustrer, c'est illustré sur les grands marchés, hein. La réalité c'est que les marchés sont pas plus ou moins dangereux à une date donnée. Il y a des circonstances qui font que parfois les marchés sont mauvais à ce moment-là. Par moment c'est octobre, par moment c'est début d'année. On l'a vu cette année, normalement les débuts d'année sont plutôt pas mauvais. Là cette année ça a été une catastrophe. Donc il n'y a pas, ça serait bien si les prix fonctionnaient comme ça, mais hélas ça fonctionne pas comme ça. Donc il s'est trouvé nous dans notre gestion qu'on a allégé un petit peu en mai, c'est tombé comme ça quand les marchés étaient passés un petit peu au-dessus de 4005. Et d'ailleurs, on revient un petit peu sur ces niveaux-là. Donc, nous, on a encore envie de reprendre un petit peu de bénéfices, là, comme ça, tactiquement à très court terme. Mais ça, hélas, n'a pas de rapport avec mai. Et d'ailleurs, si on regarde depuis quelques jours, il fallait plutôt acheter en mai que vendre. Donc, bon. Alors, est-ce qu'il faut acheter des obligations? Je l'indiquais tout à l'heure, les banques centrales sont quand même, je ne parle pas des États-Unis, mais en Europe, et quand on achète des obligations pour un investisseur européen, c'est plutôt pour ne pas prendre de risques supplémentaires, donc on est plutôt sur les obligations de son pays ou de sa zone. Il n'y a pas grand-chose à gagner. Il y a même certains niveaux de taux qui sont négatifs, hein. Les taux français d'État sont négatifs jusqu'à 6 ans, je ne sais plus, autour. Donc il faut acheter des obligations d'entreprise. Donc oui, pourquoi pas, on peut les garder en position, mais ça devient dissymétrique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pratiquement plus à perdre qu'à gagner sur un horizon 5 ans sur une obligation. Et il y a toujours ce risque de défaut sur une obligation. Alors là, je vous ai indiqué le high yield américain, le high yield le plus difficile des marchés, hein. C'était essentiellement d'ailleurs aux États-Unis des dettes émises par des entreprises liées de près ou loin, soit à la finance, soit au pétrole. Et on voit que il y a eu une très forte baisse jusqu'au creux du pétrole de février, de fin janvier, début février, et puis un rebond en parallèle au pétrole. Même chose, moi je pense que maintenant on est revenu sur des niveaux quasiment normaux sur le high yield. Donc c'est pas le moment d'acheter, il faut attendre que ça se passe. Il y a effectivement un peu de rendement à gagner, mais le raisonnement il est très simple, c'est que entre une obligation et une obligation à haut rendement et une action, je me dis ce qui fait dérailler les deux, c'est la même chose, c'est-à-dire que prenons une signature X qui rapporte du 8% et l'action qui est à 100, effectivement les deux rapportent un petit peu aujourd'hui, mais le risque en capital il est maximum sur les deux qui peuvent l'une faire défaut et l'autre couler parce que les marchés sont mauvais. Donc vous vous retrouvez avec un risque de capital à peu près du même niveau, alors qu'il y en a une qui va à un moment donné arrêter de monter, alors que l'action par principe elle a une
une perspective de performance nettement supérieure. Donc préférer les actions aux obligations convertibles aujourd'hui, en faisant attention au risque qu'on prend globalement sur le portefeuille, ça me paraît plus évident, quoi. Et effectivement, j'ai un commentaire de visiteur qui me dit si on achète des obligations, qui est le garant pour ces obligations? Eh bien, l'émetteur, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est l'État, vous avez quand même de fortes chances d'être remboursé. Je rappelle que par exemple, l'État français n'a pas fait défaut depuis 200 et quelques années, 300 ans pratiquement, malgré tous les problèmes qu'on a pu connaître en France sur cette période-là. Donc il y a assez peu de risques que l'État français fasse défaut. Mais vous gagnez quasiment plus rien aujourd'hui, voire même négatif si vous prenez court. Et puis si vous prenez une action entreprise, vous êtes en face d'un émetteur qui est l'entreprise. Donc pour gagner une fraction, prendre un risque en capital, c'est ça que j'évoque en disant que c'est dissymétrique. Alors effectivement, quand on illustre, hein, aller faire du Japon, pardon, de l'Espagne 2 ans, on se retrouve avec un rendement négatif et on est au plus bas des rendements espagnols historiques. Donc bon, moi je passe mon chemin sur ce genre de truc. J'irai pas me mettre en face de ça, mais j'achète pas de l'obligation qui va rien me rapporter. À la limite, je préfère rester en monétaire et être opportuniste si jamais il y a des petits trous de marché pour aller investir sur des actions qui vont me rapporter sur certaines du 3-4% avec une bonne visibilité de croissance et de résultats. Donc je préfère passer mon chemin. Alors les actions américaines sont-elles chères? Alors ça va me permettre de rebondir sur une question que j'ai eue ici. Il faut que je la retrouve. Moi je réponds pas forcément, c'est pas forcément en même temps. Alors, il y a un commentaire de Totov qui parle beaucoup, qui me met si les taux US montent, les equity peuvent-ils monter de concert ou pas selon vous? Un réajustement marché-action sera nécessaire selon vous d'ici peu. Alors, bon, j'espère que je réponds à votre question avec ce slide. Ça paraît effectivement un peu cher. Alors, effectivement, il y a cette problématique des taux, mais je dirais que vraiment, franchement, pour un gérant action sur un horizon 3-5 ans, que les taux courts soient à 0,25 ou 0,75 ou même 1%, très franchement, ça nous est un peu égal. Par contre, ce qui nous est pas égal, c'est les résultats des entreprises américaines qui plafonnent là aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas terrible depuis maintenant un paquet de temps, quoi. C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs années que les résultats baissent. Alors, on essaie de pas se laisser perturber par le bruit, hein, qui est les résultats des entreprises américaines sont supérieurs aux attentes, donc c'est très bon, donc elles montent. Oui, ça c'est sympathique, sur une journée ou deux, c'est très bien, mais moi j'ai une mécanique simple dans l'esprit, hein. C'est-à-dire qu'une entreprise, on aime bien quand sa croissance des résultats est pérenne, et quand ça progresse régulièrement, quand les choses se font, on va dire, comme ça dans l'ordre. Euh, des entreprises qui ont leurs résultats qui baissent de manière structurelle, même si ça baisse un peu moins que ce qu'on attendait, il ne faut pas oublier que ça baisse quand même, quoi. Donc nous on considère que depuis quelques temps les actions américaines sont un peu chères, et elles sont d'autant plus chères que les taux risquent de monter un petit peu, quoi. Donc vous voyez, on se retrouve un peu à la croisée des chemins. Ce que je pense moi sur les actions américaines, c'est que le marché a envie d'aller marquer un plus haut. Les shorts se font laminer régulièrement. C'est eux qui font un peu les rebonds de marché après des petites baisses, un peu comme on a connu récemment, hein, sur ces derniers jours. Ils se font régulièrement massacrer parce que rationnellement les marchés sont un peu chers, donc ils essaient de vendre, et puis comme il n'y a pas de relais des gérants, parce que les gérants restent en position sur un horizon un peu plus long, au bout d'un moment ils sont obligés de se racheter, et puis ils se font matraquer, et puis les marchés comme ça, avec des volumes très faibles, hein, parce qu'on est sur des volumes qui sont même aux États-Unis qui sont pas terribles, donc on se retrouve avec des actions américaines qui sont un peu chères. Donc après, clairement, moi je vais pas shorter, hein, c'est pas dans notre mode de gestion de les shorter des actions, mais pas renforcer les actions américaines. Effectivement, on n'est pas dans nos allocations d'actifs, là on peut faire un peu d'actions américaines, on n'est pas très investi sur les actions US. Alors les risques, alors j'ai mis quand même une palanquée de risques parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Alors le premier c'est la Chine qui, si les Américains montent leur taux, on va avoir un dollar qui monte, et c'est mécaniquement pas très bon pour les pays émergents. Donc attention sur la Chine. Donc là on fait quand même de nouveau, on pourrait avoir de nouveau un petit bruit sur la Chine qui arrive dans les semaines qui viennent si le dollar continue à se tenir comme il se tient. Donc ça c'est un premier point. La politique européenne.
Alors je parlerai pas de la France, c'est un cas pour le moment, c'est pas encore très grave pour le moment, mais on a des élections, on a le Brexit, hein, je l'indique ici, on a des élections en Espagne prochainement, et puis on va rentrer après l'été dans des périodes préélectorales, et là ça va être la France, l'Allemagne, des tensions, la problématique des immigrants qui reste quand même une problématique pour la politique européenne, donc c'est quand même un sujet. Les taux courts, on peut toujours penser à un moment donné, c'est toujours un risque pour nous de se dire, bah, ici ça dérape après une hausse des taux mal maîtrisée de la part des Américains, donc ça peut être un impact. La dette mondiale, je l'ai évoqué, c'est quand même un sujet. Imaginons quelques défauts dans les pays émergents, ça finirait par inquiéter les gens qui ont investi depuis des années dans les obligations et qui pourraient avoir un réveil difficile à un moment donné. Et puis toujours les pays émergents, un peu comme la Chine, on a quand même des zones qui sont dans un trou noir, hein. Je ne parle pas du Venezuela, mais l'Amérique latine, ça reste fragile, ça commence à aller un poil mieux, mais bon, là aussi il y a des problèmes politiques, l'économie est quand même pas florissante, et on a quand même deux trois pays en Asie qui sont avec des problématiques de dette extérieure qui sont très élevées, donc on est quand même dans des marchés qui ne sont pas sans risque, donc il faut quand même l'avoir en tête. Donc j'évoque hein, la Chine et le yuan. Hein, imaginez une dévaluation rapide et agressive du yuan, eh bien ça poserait quand même des problèmes dans l'ensemble de l'économie mondiale parce qu'on injecterait de la déflation à un moment donné où les banques centrales sont un peu, ça devient un peu dur pour injecter de la liquidité. Donc attention au phénomène chinois quand même. La Grèce, on a oublié, ça va beaucoup mieux. Hein, j'ai mis, c'est de l'humour, hein, vous inquiétez pas. Tout va bien, c'est-à-dire qu'on était sur un risque de défaut qui était très élevé il y a quelques temps. Et puis bah, les marchés ont mis complètement de côté la problématique de défaut potentiel de la Grèce, même si la dette n'est pas soutenable, tout le monde le sait. Mais là, on se dit, bon, ils ont trouvé une solution qui va leur permettre de tenir. Bon, moi je veux bien, mais il y a quand même un sujet quand même. Donc nous, ce qu'on pense, c'est un peu le sujet. Donc c'était Céline Main Go Away. Très franchement, ceux qui ont vendu pour prendre quelques bénéfices récemment aux alentours de 4005 autour, effectivement, c'est un peu ce qu'on a fait aussi, mais ça n'a rien à voir avec le mois de mai. Et nous, ce qu'on va faire derrière, c'est ce qu'on fait depuis un moment maintenant, c'est on garde toujours des poches de liquidité pour être réactif. Sur nos portefeuilles diversifiés, on a des obligations européennes. Je ne parle pas des obligations d'État qu'on a quand même largement vendues depuis qu'elles sont passées en négatif. On est venu sur des obligations d'entreprise. On se laisse porter. C'est pas glorieux, ça gagne pas énormément d'argent, mais c'est mieux que d'avoir du monétaire. Et on privilégie la liquidité. Ça veut dire qu'on garde une poche de liquidité, ça c'est important. On garde toujours un petit peu de volant pour intervenir. Et puis surtout, on ne va pas se mettre dans des trucs ultra peu liquides qui portent un risque du style le high yield, du style certaines small mid cap qui parfois sont peu liquides et on risquerait de se retrouver en panne en cas de problème. Donc on fait quand même vraiment attention à ça. Alors ensuite, j'ai essayé de répondre à deux trois questions. Alors il y a une question intéressante effectivement sur les banques centrales, pourquoi elles ne prêtent pas aux particuliers. Bon, je pense qu'il y a une problématique politique derrière ça, c'est que la Banque centrale n'a pas vocation à faire ça, a priori. Mais là où je vous rejoins, c'est que elle devrait, et ça c'est un avis personnel, donc je ne suis pas en train de dire, une constatation que je ferai par rapport au marché, mais je pense qu'on ne coupera pas à un plan de relance organisé par des institutions européennes, alors que ce soit la Banque centrale ou je ne sais qui, on verra, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un déclencheur qui vienne des institutions européennes pour relancer la croissance, pour redonner un autre projet à l'Europe que des projets de contrainte en tout genre. Alors après, finalement, elle prête de l'argent aux banques, enfin c'est pas qu'elle prête de l'argent aux banques, c'est qu'elle donne de liquidité aux banques. Les banques thésaurisent pas, hein. Je pense que les banques tout simplement ont des problématiques de risque qui font qu'elles veulent pas trop prêter et elles n'ont pas énormément de demandes non plus. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que le déclencheur, un peu comme vous, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle prête aux particuliers, aux entreprises, aux investisseurs qui ont envie d'investir en orientant ces flux de liquidité vers l'économie. Ça je suis assez d'accord avec ça. Après, le jugement sur les banques qui thésaurisent ou spéculent, je pense pas. Enfin, si on regarde les résultats des banques, la partie marché a quand même vraiment, vraiment beaucoup baissé. Ils continuent à faire les zouaves là-dessus. Moi, j'ai un jugement assez négatif sur cet aspect-là, mais je pense pas que ça soit de l'argent des banques centrales qui leur servent directement à, à spéculer. Alors ensuite, toujours visiteur qui met les dettes mondiales seront remboursées un jour. Alors, le sujet, effectivement,
il y a une bonne partie des dettes qui sera, comme on dit publiquement, roulée, hein, pour plus tard. Euh, mais je dirais que ça, c'est historiquement, ça a toujours été le cas, quoi. Et en fait, les grands perdants, le peuple, je dirais que c'est plus que ça. Enfin, le peuple, c'est nous, c'est-à-dire en fait, c'est ceux qui ceux qui thésaurisent, qui n'investissent pas, effectivement, sont perdants parce que leur épargne placée dans ce type de choses va pas rapporter grand-chose. Donc, effectivement, c'est c'est l'économie, c'est la société qui y perd. Et c'est pour ça, moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut investir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut investir. Je dis pas de passer toutes ces économies rouge impair et manque sur la première action qui passe, mais on a toujours intérêt à aller se positionner son épargne, au moins une partie, sur des entreprises qui investissent, qui croissent, qui font du développement. Et là, vous évitez ce problème de dette qui perturbe. Je suis d'accord avec vous, c'est un élément de perturbation. Alors ensuite, pour parler de ce qu'on fait nous dans nos portefeuilles, on est toujours en train de privilégier les actions européennes. Alors ça nous a coûté, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est un sujet qui gagne de manière systématique. Si on regarde, il valait mieux avoir des actions américaines dans la période difficile que des actions européennes qui ont quand même vraiment souffert dans la période de baisse des marchés. Et donc, je vous ai indiqué ici quelques idées par rapport à ça. Et clairement, nous, ce qu'on pense, c'est que on n'est pas en train de dire bon, ben, on achète l'indice parce que l'indice est super, on achète l'indice CAC, on achète l'indice Eurostoxx, on achète le DAX. Il y avait des questions tout à fait au début sur des seuils de résistance du DAX, etc. On n'est pas en train de penser à ça. Nous, on est en train de penser à des valeurs liées, par exemple, qui peuvent avoir profité de la baisse des matières premières pour loquer des rentabilités pour les 18-24 mois qui viennent, des valeurs liées à la consommation. On aime bien les entreprises de techno parce qu'on pense qu'il y a des dépenses qui vont être faites dans ce segment-là. Donc ça donne quand même une idée là-dessus. Euh, on évoque aussi la problématique des valeurs financières. Mais je dirais, là aussi, il y a des indices banques qui existent, hein. Alors c'est parfois pour jouer des timings de marché, c'est intéressant de jouer des indices comme ça. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y aura très clairement des gagnants, des perdants dans les banques européennes. C'est assez difficile de distinguer. Voilà. C'est assez difficile de distinguer lesquels vont sortir du lot, mais il y en aura quelques-unes qui vont subsister, pardon, submerger, non, qui vont subsister. Voilà, il faut être là aussi très prudent parce que c'est pas un segment très facile. Alors ensuite, il y a souvent des questions large-small, large versus small. Nous, chez Talence, on a une spécialité sur les small, donc en stock picking, on aime toujours les small, hein, clairement, pour deux raisons essentielles. C'est que, et ça c'est fondamental, elles ont une croissance plus forte que les larges. C'est un point, c'est historique, hein, pour une simple raison, c'est qu'elles sont plus focusées, elles sont spécialisées, donc c'est plus risqué. Mais globalement, sur la durée, c'est des segments qui sont quand même plus pertinents. Et un autre point, c'est que c'est des valeurs extrêmement diverses et variées, hein. Il y a tout, il y a des spécialités très pointues, il y a des choses qui sont sur des zones géographiques, des choses qui sont vraiment sur des segments très purs. Bien souvent, elles sont assez faciles. Elles sont plus faciles à analyser que certaines grandes entreprises. Et puis, il y a aussi pas mal de fusions-acquisitions qui animent la cote et puis qui font d'ailleurs voir que les prix de la cote sont pas très chers, parce que bien souvent, quand les rachats ont lieu, les rachats se font 30 à 40 plus chers. Mais c'est assez pointu. Alors, il faut que je finisse. Bon, je vais finir. Donc, très rapidement, les quelques segments sur lesquels nous on investit pas mal. Il y a une question, donc quelques banques. On aime bien les télécoms après ce qui s'est passé récemment. Il y a eu quand même des soldes, on en a profité. Et on aime bien la techno. Donc, c'est vraiment les segments sur lesquels on intervient. Et puis si vous voulez en voir plus sur nos investissements, vous pouvez toujours aller sur le site ou nous poser des questions en direct. Je réponds, j'essaie de répondre toujours aux choses. Dernière question à laquelle je vais pouvoir répondre sur les biotech. Alors biotech, moi je déconseille vraiment d'investir en direct parce que c'est vraiment extrêmement pointu. Je peux faire de la pub pour des petits copains. Je sais que Arbevel a un très bon fonds
et j'en parle vraiment très simplement. Après la baisse qu'il y a eu récemment sur le segment, il y a eu la baisse en 2 fois, hein, à l'automne dernier, et récemment ça a quand même bien baissé. Nous, je pense que on est sur un segment qui est sur un horizon assez long, très porteur. Encore une fois, faites extrêmement attention, c'est des segments extrêmement volatiles. Et puis, allez, j'en fais une petite dernière sur les dettes. Pour moi, impossible de rembourser les dettes. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, si on devait tous rembourser les dettes qu'on a, ça serait extrêmement difficile. Par contre, il faut se donner du temps. Et le temps dilue les problèmes. On regarde ce qui s'est passé sur la Grèce. Dans l'urgence, en 2011, c'était une catastrophe. Et puis, en étalant un petit peu, ben, on arrive peut-être à lisser un peu les phénomènes, mais quand vous êtes trop endetté, quand vous avez 500 000 euros de dette, un remboursement de 5 000 euros par mois, et que vous en gagnez 2 000, à un moment donné, et c'est un peu la situation de la Grèce, bah, il faut voir un peu comment on peut faire les choses, parce que c'est pas remboursable, même sur la durée. Donc voilà, je pense que c'est un peu le sujet qu'il y a, c'est qu'il faut se donner du temps, et c'est ce que font les banques centrales, elles aident les hommes politiques à garder du temps quand même. Les blue chips d'hier qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, et celles d'aujourd'hui sont un peu surévaluées. Alors effectivement, là aussi, c'est un peu comme l'économie, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a des entreprises qui sont un peu surévaluées aujourd'hui. A contrario, il y a des entreprises qui se payent à un bon prix, qui ont une bonne visibilité de croissance dans les segments qu'on a cités. Voilà. Après, il y a une chose que nous on ne fait pas, hein, on ne fait absolument pas de trading. On essaie de raisonner assez long. Assez long, c'est quoi? C'est minimum 1-2 ans, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de faire la part des choses entre les niveaux de marché, les anticipations et la croissance des entreprises. Et on est vraiment sur la réflexion d'investir en entreprise. Et quand on raisonne comme ça, en se disant sur 5-10 ans, qu'est-ce qui se passe sur les entreprises? Est-ce qu'on peut faire confiance au management, etc. Bah, les entreprises, il y en a un certain nombre qui ne sont pas surévaluées, il y en a qui sont très nettement surévaluées, c'est clair. Moi je pense que les entreprises américaines globalement sont surévaluées, mais au sein des américaines, il y a quand même des segments qui sont un peu mieux que d'autres, quoi, vous voyez. Donc c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas tomber dans la caricature de il faut tout acheter ou tout vendre, quoi. C'est plus complexe que ça, et il faut se donner du temps. Il n'y a que le temps qui permet de valider la réalité de l'entreprise. Et moi j'aime bien ce que j'entends parfois sur Buffett, hein. C'est quand même quelqu'un qui passe pour un grand investisseur, mais c'est un grand investisseur parce il s'est donné du temps pour valoriser ses investissements. Donc voilà, quoi. Donc, le temps est important. Quelques valeurs techno. Je vous invite à aller sur les articles que je fais sur Atlantico ou sur notre site. On en cite quelques-unes des valeurs techno. Dans le cadre d'un portefeuille bien diversifié, on aime bien certaines valeurs françaises. Vous verrez des Capgemini, des Atos, des boîtes comme ça qu'on aime bien. Donc voilà. Sur les technos. Pardon, je n'ai pas donné la question. Tac. Voilà. Et visiteur qui me met un dernier commentaire, et après je vous laisserai là pour pas prendre du temps sur mon petit collègue qui vient après. Si toutes les dettes sont remboursées, il n'y a plus d'argent dans l'économie, et bien on est d'accord. Donc c'est pour ça que les banques centrales interviennent entre les deux. Sinon effectivement il y aurait une récession violente. On est totalement d'accord. Donc je finis sur un point où je suis d'accord avec vous. Voilà. Merci pour votre écoute, et puis à très bientôt, et puis bon trading pour les traders et bon investissement pour les autres. Voilà, à bientôt. Alors, merci Alain Pitous, donc directeur général de Talent Gestion. La conférence continue dans 5 minutes. Patrick Reyes sur Ishimoku Kinko IO, une formation magistrale qui démarre dans 5 minutes. Merci de patienter quelques instants et à tout de suite.